Donc, bah oui, super, c'est enregistré, donc enregistrement en cours. Donc, Rodolphe Manaquin, je suis PH en maladies infectieuses je m'occupe également du centre régional d'antibiothérapie. Ce soir, je vais essayer de ne pas vous endormir et de vous parler un petit peu d'un sujet d'actualité qu'est le choléra, à Mayotte principalement. Je pense que l'objectif de ce soir, c'est que vous puissiez rassurer, déjà vous informer autour de cette maladie que je pense peu d'entre nous connaissent, globalement. Moi, je vous avoue d'emblée que je me suis jamais occupé de cas de choléra, donc je parle d'une maladie que je n'ai pas vraiment vue, et que vous puissiez, rassurer les patients et communiquer, là-dessus, en lien aussi avec un battage médiatique. Donc j'ai pas vraiment de conflit d'intérêts, en lien avec, cette, présentation. Le CRATB, j'ai remis cette, grosse slide parce qu'avec Frédéric qui, en fait partie, maintenant. Alors j'ai oublié ton nom en plus Frédéric, je l'ai mis à jour et puis j'ai oublié, excuse-moi. Dans le CRATB ici, il faut rajouter Frédéric maintenant, qui est donc médecin généraliste et qui nous a rejoint en début d'année. C'était l'occasion juste de vous rappeler ce centre, toute notre fonction et tout le lien qu'on a aussi avec le service de maladies infectieuses, mais aussi les pharmaciens, la microbio, tout ça autour d'Émilie Bénard, qui est notre assistante médico-administrative. Et donc, on bosse avec le CIRAD, avec des unités de recherche, et donc ici, avec les médecins libéraux. Donc, voilà, c'était juste pour vous resituer, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le CRATB. Donc, le choléra en lui-même, une infection diarrhéique, une transmission orofécale, comme une gastro, une bactérie digestive, Vibrio cholerae, alors qui est plein de sérotypes différents. Le sérogroupe qui donne la maladie choléra, c'est le sérogroupe O1 ou O139, qui est un sous-groupe, et qui produit dans ce sous-groupe-là les producteurs de toxines cholériques. Donc une transmission comme une gastro. Alors, oui, juste avant de rentrer après dans toutes les slides, simplement vous dire qu'on a eu, nous, un topo au niveau national fait en lien avec plusieurs spécialistes du choléra et notamment le CNR et Stanislas Rebaudet, qui est infectiologue, qui a une grosse expérience en Haïti. Donc, je leur ai piqué beaucoup de slides. Je n'ai pas réinventé l'eau chaude parce qu'ils nous ont fait des topos euh, très complets. Et donc, je vous ai sélectionné un peu le best-of. Donc, une transmission orofécale, une transmission directe des mains contaminées une transmission via les eaux contaminées par des selles qui contenaient ce Vibrio cholerae. Donc, d'emblée, ce qu'on peut dire et ce qui est rassurant, enfin, c'est que ce n'est pas une maladie hyper contagieuse à partir du moment où les règles d'hygiène sont bien respectées. On n'est pas dans le cadre de maladies à transmission aérienne ou gouttelette qui là sont quand même beaucoup plus difficilement contrôlables quand on contrôle autour du cas. Mais quand on contrôle l'accès à l'eau potable et aux latrines, globalement, on contrôle le choléra. Donc, et puis n'hésitez pas à m'interrompre si jamais vous avez des questions. Alors, c'était intéressant, c'est que le choléra, moi, ça m'évoque toujours peste du choléra ou des maladies qu'on voit très anciennes, mais qui nous rappellent au risque des maladies infectieuses. Donc, vous voyez, c'est connu dès l'Antiquité, ces grandes épidémies en 503, un officier de Vasco da Gama rapporte pour la première fois en Europe une épidémie dévastatrice de diarrhée rapidement mortelle, et ça fait 20 000 morts également en Inde à ce moment-là. Donc, c'est des épidémies qui ont décimé des populations entières très brutalement, et on va voir pourquoi. Donc, ça trouve ses origines dans les eaux du golfe du Bengale en Inde, avec une dissémination plus importante en lien avec le développement du commerce maritime en 1817. Je trouvais ça vraiment très intéressant de regarder, encore une fois, dans l'histoire des maladies infectieuses. Ça nous rappelle pas mal de choses. Et donc, vous voyez différentes épidémies qui duraient une dizaine d'années à différents endroits en fonction des voyages.
et en lien, une dissémination en lien aussi avec, de plus en plus, de, voyages, fin du 19e siècle, notamment. Donc, arrivée du 20e siècle, cette maladie est éliminée des pays les plus développés, heu, depuis, maintenant plus de 150 ans. Donc, la 7e pandémie, bah, malgré tout, au 20e siècle, il y a eu des récidives d'épidémies localisées. On pense notamment à Haïti dans les années 2010. On pense plus récemment, et c'est pas mis sur cette carte, au Yémen en 2018, je crois, ou 19. Et donc des cas, dans certains contextes, et dans certains coins du globe. Et c'est une maladie, qui reste une menace de santé publique, notamment en lien avec, les zones, les bidonvilles périurbains, les camps de réfugiés. Donc, je ne serais pas étonné de voir, prochainement, une récidive, puisqu'il y en a eu, fin 2023, début 2024 là à Gaza, vu le contexte, une récidive de choléra. Et donc c'est vraiment la maladie de l'inéquité, puisque en lien avec vraiment, le mode de vie. Et vous voyez qu'au final, une bonne partie de la population il est exposée en lien avec, des problèmes des systèmes, d'assainissement. Et dont le fardeau de cette maladie est probablement sous-estimé. Vous avez là le nombre de décès, en fonction des pays, en 2022. Donc l'Afrique est quand même bien touchée. Vous voyez que dans le monde, c'est quand même, jusqu'à 143 000 décès et plusieurs millions de cas chaque année dans le monde. Et il y a eu un Lancet Gastro là qui, a évoqué la réémergence et l'augmentation nette du nombre de cas en 2023. Donc, vous voyez, ça reste, malgré son histoire ancienne, une maladie, entre guillemets, hélas, tendance, avec des recrudescences récentes. Et donc, vous voyez, Yémen, c'est 2017. Et quand on regarde la répartition par continent dans les différentes années, vous voyez qu'au Yémen, donc Haïti 2010, Yémen 2017, avec là, donc, tout ce pic-là, et vous voyez le nombre de cas, ici, plus d'un million de cas en 2017. Donc c'est quand même des épidémies très, très importantes, avec des taux de létalité qui fluctuent énormément en fonction des prises en charge, parce que vous allez voir que la prise en charge n'est pas très compliquée, mais elle est vraiment dépendante de l'accès aux soins et du système sanitaire. Résurgence en 2022, notamment énormément en Afrique, mais aussi au Moyen-Orient, avec des flambées de cas, plus de 10 000 cas en Afghanistan, au Cameroun, Nigeria, République du Congo, Somalie, euh, en 2023, en Syrie également. Et puis, bah, des épidémies qui sont liées à certaines donc, régions, notamment en Afrique, avec des hotspots, et puis qui sont en lien avec la saison des pluies, souvent prévisible, avec là, dans ces cas-là, un risque de transmission élevé. Et puis, il y a aussi des épidémies explosives et généralisées, non prévisibles, sur des crises humaines, souvent, et avec des souches nouvellement induites. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'avec l'apport de la biologie moléculaire et de la génomique, maintenant, on peut suivre ce virus et savoir un petit peu d'où il vient, comment il voyage, et refaire un petit peu l'histoire aussi des migrations humaines en lien avec la circulation de différentes souches euh, de choléra. Le réservoir, ça reste l'homme, avec des transmissions interhumaines. Il y a très peu de réservoirs dans l'environnement. Et, il y a seulement un vecteur transitoire pour la transmission qui est l'homme. Et puis là, quand on regarde encore une fois avec la génomique, ben, on voit qu'il y a eu des profils de Vibrio cholerae particuliers au Yémen sur des analyses de 2019, euh, avec un Vibrio cholerae multirésistant. Et on a retrouvé une souche assez proche là qui circule à Mayotte et aux Comores, avec notamment de multiples résistances qui nous inquiètent un petit peu, qui fait le lien là parfaitement avec le Centre régional d'antibiothérapie et avec l'antibiorésistance, qui, vous le savez, est un problème mondial, et également pour Vibrio cholerae.
Là, juste une petite slide de Santé publique France qui nous disait que l'objectif de la surveillance épidémiologique, c'était de décrire ce problème de santé donc à Mayotte, alerter les épidémies, évaluer l'efficacité des mesures, regarder les facteurs de risque et puis nous rappeler que c'est une maladie à déclaration obligatoire si jamais vous y étiez exposé et à transmettre le plus vite possible aux autorités. C'est une maladie rare en France, essentiellement des cas importés depuis les années 70. Vous voyez, il n'y avait que 4 cas autochtones en 2022. On va sûrement exploser en 2024 avec les cas autochtones de Mayotte, qui reste la France. En lien parfois avec des consommations de produits importés, avec euh, pas de cas secondaires rapportés. Donc, vous voyez que dans un milieu où il y a un accès à l'eau potable, globalement, le malade, ça reste relativement isolé, s'il se lave bien les mains. Et puis, le risque à Mayotte, bien sûr, il est lié au problème d'accès à l'eau. Depuis plusieurs mois à Mayotte est connu. Et puis, une précarité administrative, les que vous connaissez de Mayotte, de gens sans papier ou autres, qui vont avoir du mal à consulter et qui vont vivre dans des bidonvilles. Alors ça, c'est juste simplement la présentation clinique qui nous a été montrée par Médecins sans frontières, qui est bien sûr c'était le docteur Dania Calindo Pineda, qui a une bien plus grande expérience que nous, en tout cas que moi, du choléra, et qui nous a mis la présentation clinique avec quelques photos du terrain. Donc, vous voyez une incubation plutôt rapide hein, de cette maladie avec des formes asymptomatiques, des formes polysymptomatiques et des formes très symptomatiques et quelques formes sévères. Alors, le message hein, de la présentation, c'est que c'est des diarrhées très, très importantes. Un homme de 80 kg peut perdre jusqu'à 40 litres d'eau. Donc, c'est vraiment avec des fauteuils et des lits adaptés pour permettre aux gens de se vider. Au départ, il y a un petit peu de matière et puis après, c'est vraiment de l'eau de riz avec quelques douleurs abdominales, une perte d'appétit et aussi des vomissements. Donc, l'élément clé de cette maladie et la problématique hein, principale, et j'ai envie de dire presque unique, c'est la déshydratation et la décompensation des maladies potentiellement chroniques en lien avec une déshydratation sévère, mais ça va toucher les enfants jeunes, les personnes plus âgées, avec potentiellement un choc hypovolémique. Et vous voyez tous les signes de déshydratation, une évolution qui est très rapide, donc vraiment une course contre la montre pour réhydrater au plus vite. Et donc après, comme on fait un peu de réa en tout cas, ou de réhydratation intraveineuse, après c'est sel poivre, hein, on monitor et on amorte du volume. Les principes de la prise en charge de cette maladie, c'est évaluation initiale et triage quand on est en face d'une épidémie, ce qui ne sera probablement pas notre cas à La Réunion, mais c'est juste important de savoir quel est le principe qui, là, va être sûrement un peu plus, lui, le principe à Mayotte, avec repérer les groupes à risque, une réanimation rapide et immédiate, une surveillance des patients, les autres des traitements si besoin, donc les antibiotiques, le zinc qui est mis notamment chez l'enfant, le monitorage des électrolytes, du glucose, l'alimentation dès que possible, et puis la libération aussi des places, puisque en cas d'afflux de malades, il faut que ça tourne, et donc il faut des secteurs adaptés et que les gens puissent, dès qu'ils sont sortis de risque, repartir rapidement, et puis faire de l'éducation en santé, bien sûr. Donc, je vais vous passer vite ça, il y aura accès au diapo. Pourquoi il y a sur le diapo j'ai l'impression que comme si quelqu'un avait pris des notes et avait fait des traces, pas grave. Euh, euh, donc, l'évaluation initiale, faut une évaluation rapide. Hein, il y a un traitement qui est très urgent en lien avec l'hypovolémie. Euh, L'évaluation de l'état d'hydratation est primordiale. Et puis après, une réhydratation IV ou péros en fonction de la symptomatologie. Je vous ai mis l'évaluation de la déshydratation, des choses que vous connaissez déjà, mais vraiment pour vous dire que c'était centré. Encore une fois, je peux communiquer le diapo et les différentes slides là sont en accès libre et je vous donnerai aussi le lien pour accéder à ces slides.
Donc ça, c'est les différentes modalités de réhydratation en fonction de la sévérité de l'atteinte. Là, encore une fois, je passe vite, mais vous voyez, c'est en fonction vraiment, après chaque selle, le SRO classique. Euh, Si on a une dilatation modérée, on peut aller sur aussi du SRO, mais vraiment bien surveiller et s'assurer qu'il n'y ait pas de vomissement et qu'il y ait une compensation des pertes. Et puis sinon, c'est l'intraveineux, bien sûr, rapide. Donc la réhydratation orale est idéale, mais elle reste intraveineuse s'il y a une incapacité de se réhydrater. L'idée, c'est l'estimation de volume, de remplacer volume pour volume, hein, compenser toutes les pertes, et puis ne pas hésiter à associer le SRO rapidement pour qu'il y ait toujours quand même, si possible, un apport péros malgré l'apport IV. Et puis, ça évite également les hypoglycémies, les hypokaliémies, notamment. Les traitements complémentaires, les antibiotiques, à faire selon les résistances. Pour nous, ça restera de la doxycycline en dose unique. Et puis, après, à voir en fonction des protocoles mis en place, avec également l'antibiothérapie, l'antibioprophylaxie autour des cas. Et puis le sulfate de zinc chez l'enfant, qui est associé. Ne me demandez pas forcément pourquoi. Je pense que c'est vraiment en lien avec la perte hydroélectrolytique et les compensations en zinc, sûrement pour la réhydratation. Donc, les groupes à risque, on va avoir les enfants de moins de 3 ans, de moins de 5 ans, pardon, avec toujours des signes un peu spécifiques de déshydratation qui peuvent être très rapides. Et puis, bien sûr, les personnes âgées, les personnes avec comorbidité, assez classiques. Et c'est ceux pour qui on va ne pas hésiter à avoir une réhydratation intraveineuse. Et puis après, la sortie du patient, avec de l'information, une immunité qui va durer de 6 mois à 2-3 ans sur cette bactérie, des kits de sortie qui peuvent être mis en place. Il faut que le patient soit capable de suivre son traitement sans supervision. Et puis, éducation en santé, et puis identification des sites de prise en charge avec des centres spécifiques et d'identifier, bien sûr, les personnes autour du cas. Donc, 3 petits slides juste pour vous dire quel était le plan qui a été mis en place à Mayotte. Ça a peut-être évolué depuis. Je vous avoue que je n'ai pas mis, j'ai pas recontacté nos collègues de Mayotte qui devaient être bien occupés puisque le nombre de cas continue d'augmenter à Mayotte à l'heure actuelle. Donc, la définition des cas suspects, c'est tout patient présentant une gastro-entérite aiguë ou modérée au retour des Comores ou d'Afrique continentale depuis moins de 10 jours, ou après un contact étroit avec une personne revenant d'un de ces pays depuis moins de 10 jours, ou encore après avoir consommé des produits frais apportés des Comores dans les 10 jours, où toute personne âgée de 2 ans et plus présentant des diarrhées aqueuses aiguës et une déshydratation sévère. Donc, vous voyez, tout ce qui est autour de la gastro et du voyage va nous rentrer dans la définition de cas. Et je ne vous l'ai pas mis parce que je pense que ce serait vraiment à travailler là prochainement avec l'ARS et Santé publique France. Peut-être qu'eux l'ont déjà évoqué, de savoir quels sont les cas suspects à La Réunion, mais retenez simplement qu'une diarrhée aiguë et un contact avec quelqu'un au retour de Mayotte doit nous faire évoquer un possible choléra, ce qui n'entraîne pas forcément de mesures hyper particulières, excepté en cas de déshydratation aiguë, mais si ce n'est de bien rappeler aux gens, comme vous devez leur rappeler quand ils ont une gastro, de bien se laver les mains et de faire attention d'utiliser les toilettes, bien tirer la chasse, bien désinfecter. Et pas hésiter à faire un prélèvement si vraiment ça peut coller sur une diarrhée très aiguë. Donc après, ils ont mis un parcours de soins, un circuit qui me rappelle les circuits qu'on a pu mettre pour le Covid ou pour la dengue, nous, à La Réunion, avec un rôle central du SAMU qui prévient les autorités sanitaires également, et puis après les urgences qui mettent en place un secteur dédié spécifique avec tout ce qu'il faut.
chambre isolée, évaluer l'état d'hydratation et puis être très réactif pour la réhydratation et les mesures d'isolement associées, qui sont des isolements contact, hein, en fait, entre guillemets, tout simplement. Et bien sûr, être très vigilant sur l'évacuation des déchets en lien avec ce patient, des déchets souillés. Donc, eux, ils ont mis un bilan systématique qui va nous permettre d'évaluer surtout l'état d'hydratation et s'il y a un retentissement. Et puis, je vais vous parler après un petit peu des TROD, mais nous, à La Réunion, en tout cas, ça passera par des PCR spécifiques du cholérae, puisque les TROD ne sont pas d'une sensibilité parfaite. L'antibiothérapie reste de la doxycycline, il y a peu de résistance sur cette molécule à l'heure actuelle, à 300 mg dose unique. Ça réduit la sévérité des symptômes et la durée du portage, mais globalement, ça n'empêche pas les mesures, les prises en charge concernant la réhydratation qui doit rester centrale. Et même chez l'enfant, on va donner également de la doxy. Surveillance et réévaluation régulière, clinique, biologique, essayer de reprendre l'alimentation le plus tôt possible, et puis sortie après s'il n'y a pas de vomissement, si vous voyez, c'est les mêmes règles que MSF, s'il est capable de suivre le traitement et s'il est capable de suivre les consignes pour éviter de transmettre cette maladie. Enfin, je vous présente quelques slides de Stanislas Reponier, était très présent, qui a fait sa thèse de science sur le choléra à Haïti et qui nous a rappelé en gros les grands principes de prise en charge de l'histoire de cette épidémie à Haïti dans les années 2010, avec l'importance des CATI, c'est des équipes mobiles autour du cas qui vont aller vraiment au domicile. Donc, il y a vraiment une importance pour la gestion de cette épidémie d'aller sur le terrain. C'est ce qui se passe à Mayotte. C'est vraiment, il faut aller sur place, il faut aller vérifier les points d'eau, vérifier les excrétas, faire de l'éducation auprès de tout le monde et traiter autour du cas. Et également, en cas d'épidémie, participer à des campagnes de vaccination par le Dukoral, qui n'est pas un vaccin buvable, qui n'est pas hyper efficace, qui est un petit peu décrié, mais qui a le mérite probablement d'être un atténuateur d'impact, comme souvent dans le cadre de la vaccination, concernant une crise choléra et qui, pour l'instant, n'est pas positionné à La Réunion. Et j'ai envoyé un mail hier aux pharmaciens de l'île et à l'ARS. Et pour le moment, il n'y a pas de Dukoral sur l'île de La Réunion et pas d'utilisation prévue, tant probablement, si on était exposé, ce serait un cas isolé et sans nécessité forcément de vacciner, que ce soit les soignants ou les gens autour de ce cas-là, et d'aller plutôt vers une antibioprophylaxie. Donc, le principe des CATI, de ces équipes mobiles d'intervention, c'est de réduire rapidement le risque de transmission pour limiter la propagation au sein et à l'extérieur de la communauté. Ils ont montré l'efficacité de cette stratégie puisque l'essentiel de la transmission se fait en intra-domicile et également dans le voisinage. Et donc, plusieurs études ont montré l'intérêt de ces équipes, vous voyez, l'intérêt des CATI pour réduire le nombre de cas dans le cadre d'épidémies et de flambées d'épidémies dans certains territoires. Et puis donc les étapes importantes, encore une fois, c'est tout ce qui est investigation autour du cas. Donc il faut vraiment que les gens déclarent leur cas. Et je crois qu'une des causes de décès à Mayotte, c'était un enfant qui était un petit peu isolé et donc pas de pas de réactivité autour de son cas, et donc une intervention trop tard. Sensibiliser la population, distribuer de l'eau potable, contrôler les points d'eau, décontaminer, l'antibioprophylaxie et pourquoi pas également la vaccination. Donc, la question de l'antibioprophylaxie, alors elle n'est pas évidente parce qu'on n'aime pas, et vous en doutez, balancer des antibiotiques à l'aveugle, notamment quand on est sur une
bactérie qui présente potentiellement de nombreuses antibiorésistances, donc de la résistance à d'autres antibiotiques. Donc, vous voyez, ce n'est pas une antibioprophylaxie de masse, hein, avec un risque de sélection de résistance, d'autant plus que la doxy, on l'utilise quand même assez large gamme pour déjà des chlamydioses, notamment pour la prophylaxie palud, notamment. Donc, la doxy, c'est quand même un très bon antibiotique, mais voilà, il faut l'utiliser avec parcimonie. Donc, c'est une antibioprophylaxie sélective pour les cas contacts, famille et proches voisins, en dose unique et avec un suivi, nous, qui sera important, des résistances potentielles. Donc, vous voyez, c'est des actions coup de poing des CATI, améliorer l'accès à l'eau potable et sensibiliser la population. Concernant la vaccination, elle a été faite en masse dans certaines communes, mais pas forcément dans les zones où ça circulait le plus. Donc, difficile d'évaluer l'impact vaccination sur les épidémies de choléra, mais globalement, en tout cas, dans les zones où elle a été utilisée, il y avait relativement euh, peu de cas, donc vaccination réactive et une efficacité probablement assez limitée dans le temps qui n'a pas été réalisée partout à Haïti. Donc, il y a besoin d'un système de soins bien rodé pour éviter la transmission et éviter les décès, oui, qui sont largement évitables puisqu'il s'agit de réhydrater les gens, mais il faut juste être organisé avec les moyens nécessaires, le matériel nécessaire, et puis éviter aussi, comme toujours dans le cadre d'épidémies, les dommages collatéraux et les autres maladies qui ne s'arrêtent pas à ce moment-là. Donc, bien faire des circuits spécifiques avec des centres spécifiques, choléra, pour la prise en charge de cette maladie. Ce qui est important aussi, c'est la définition de cas, les guides de prise en charge et de surveillance, les TROD à utiliser avec précaution, et c'est ce que Stanislas nous a rapporté dans le cadre de son expérience, c'est que ce qui est toujours difficile en médecine, c'est que quand on a des tests comme ça, on a tendance à s'y rattacher, et donc dans le cas d'une diarrhée aiguë, si le TROD était négatif, on disait c'est pas ça, et ça peut être ça, et on peut passer à côté de cas, et donc ça peut être intéressant ces TROD dans le cadre d'épidémies et donc une gestion de masse pour trier les cas. Mais globalement, pour nous, à l'heure actuelle, excepté l'intérêt, s'il était positif, d'avoir un test très rapide, s'il est négatif, on fera quand même toujours avec une PCR. Et quand bien même il serait positif, on voudra confirmer avec la PCR. Donc, on fera toujours la PCR. Le seul intérêt des TROD serait la rapidité d'exécution. On est en train de voir aussi avec le laboratoire au CHUA de biologie moléculaire dans quelle mesure ils pourraient augmenter leur réactivité en cas de cas suspects. Mais dans tous les cas, nous, s'ils sont pris en charge à l'hôpital, qui, hélas, est quand même régulièrement saturé, et ce qui complique aussi pour nous la prise en charge potentiellement à La Réunion, à la saturation de notre système hospitalier régulièrement, et les autres épidémies potentiellement à gérer également. Mais nous, s'il y avait une suspicion, le patient sera isolé, on fera le test et on essaiera d'avoir la PCR dans les 24 heures. Et puis donc l'intérêt des PCR, c'est aussi de surveiller les génotypages et les profils de résistance. Voilà, système d'alerte aussi efficace, important de gérer la communication. Alors, à l'heure actuelle, une priorité à Mayotte, moins pour nous, mais quand même pouvoir rassurer les patients et notamment sur la transmission. Lister bien sûr tous les cas suspects et que tout le monde soit un peu synchronisé pour la prise en charge, mais on a un peu l'expérience du Covid notamment et du lien qu'on a pu avoir entre la ville et l'hôpital pour participer aux cas suspects et aider à la prise en charge. Et Stanislas finissait ce topo, comme je vais le faire, sur une note positive en disant que le choléra, ça nécessite un fort engagement dans le cadre d'épidémies de tous les soignants, mais que ça peut s'éradiquer assez bien, puisqu'il faut rester critique sur le risque de pérennisation du choléra dans les réservoirs aquatiques, qui n'est pas émis dans des cisations du choléra
qui n'est pas nécessité. Donc, les épidémies de choléra sont surtout importées, ont un début et une fin. Voilà, c'est des épidémies qui peuvent être par flambée, par bond, qu'il faut répondre rapidement à Mayotte à cette épidémie. Et à l'heure actuelle, l'épicentre est à Anjouan, sur lequel il faudra, je pense aussi, suivre l'épidémie euh, des Comores pour avoir une idée de l'évolution de cette épidémie sur l'archipel. Voilà, les sources pour le choléra, c'est vraiment le REB, le risque épidémique et biologique, hein, avec une fiche choléra que je pourrais vous transmettre, qui est hyper bien faite et qui vraiment résume tout ce que je vous ai dit, avec les mesures les consignes d'isolement, notamment les mesures de prise en charge, ainsi que d'autres sources qui sont en lien avec MSF principalement. Et je vous remercie pour votre attention. C'était une demi-heure et 19h33. Pense que je suis dans le timing. Vous avez un QR code où vous pourrez retrouver toutes les informations en lien avec le CRATB et notamment le petit schéma où vous retrouvez les numéros pour les avis infectieux. On peut faire maintenant transmettre directement ce QR code qui vous permettra d'accéder à tout ce qui tourne autour du CRATB, le site internet et tout et tout. Voilà. Merci Rodolphe, du coup, d'avoir effectivement respecté ce timing et pour la présentation de ce topo. Donc, du coup, maintenant, on va passer au temps de questions. Avant d'avoir ce temps de questions, je rappelle aux participants qui nous ont rejoints en cours de route que, du coup, la session est enregistrée, sauf si l'un de vous déclare dans le chat qu'il s'y oppose, auquel cas, du coup, on effacera, mais ça pourrait permettre à ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre ou à ceux qui ont raté le début de suivre l'intégralité du topo que tu as présenté. Donc, merci aux uns et aux autres de se manifester dans le chat si vous vous opposez à l'enregistrement. Maintenant, on va revenir sur les remarques qui ont été émises au cours de ta présentation, notamment du docteur Gahuzer, pardon, qui a dit que le zinc était pour un renforcement de Ah, merci. l'immunité et qui réduirait significativement la durée et le volume des selles au cours du choléra pédiatrique. Voilà, Merci. Je c'est une pense remarque. que Bernard Alex a une bien meilleure expérience que moi du choléra. Merci. Alors, une question du coup de Dr Domergue. Merci pour ta réactivité et ta présentation. Mardi, une famille m'a demandé conseil pour un voyage de 1 mois en Grande Comore. Quel conseil et quel conseil pour Anjouan? Donc, Euh, quel conseil pour les voyageurs qui vont vers les Comores? Moi, ce que je dirais, c'est toujours ce qu'on dit aussi dans nos consultations voyageurs, hein, ce qui reste les mêmes principes, c'est péril fécal, accès à l'eau potable. C'est-à-dire vigilance si ils entendent parler lors du voyage de cas de choléra autour d'eux, vigilance en sachant que ça circule, pas d'indication pour moi à une vaccination avant de partir. Leur donner des antibiotiques, on n'aime pas trop, mais dans le cadre d'un voyage prolongé, ça peut se discuter s'ils comprennent bien. Mais de toute façon, c'est pas comme vous l'avez vu, c'est pas central dans la prise en charge, c'est pas le principal qui reste de ce que j'ai compris, moi, d'écouter les gens, les retours d'expérience sur le choléra, qui reste la réhydratation, hein, donc c'est vraiment ça le plus important. Donc ça va être l'accès au système sanitaire. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, moi, je vais peut-être manquer pour répondre à cette question précisément d'informations sur l'état actuel du système sanitaire d'Anjouan, quoi, et l'accès. Donc leur dire de partir avec une perf et des poches de réhydratation, c'est peut-être un petit peu compliqué. Je dirais surtout, moi, vigilance sur le péril fécal. C'est-à-dire qu'ils partent avec du SRO, ils partent avec surtout du gel hydroalcoolique et ils font attention à ce qu'ils vont boire. Et bien sûr, oui, de toute façon, c'est le premier truc, c'est que s'ils vont dans des zones où ils ne vont pas être, à mon sens, dans un accès sanitaire optimal, donc s'ils vont voir de la famille avec une concentration de population ou des bidonvilles, bah, c'est sûr que là, c'est d'autant plus à risque. Et comme tu le dis, Bernard Alex, oui, dans tous les cas, on dira que s'ils peuvent, c'est peut-être pas la meilleure période pour partir visiter Anjouan ou en Comores, mais parfois dans le cadre de décès ou ce genre de choses, certains veulent rentrer au pays pour des événements aussi, donc parfois c'est pas évident.
Ok, merci. Donc du coup, Et effectivement, tu as toujours, rebondi sur la deuxième question qui était de différer le voyage. et toujours être, moi, je pense comme aussi, d'autant plus différé si dans la famille en question, il y avait des patients, entre guillemets, à risque, fragiles, des comorbidités, des enfants en bas âge, pour lesquels ça pourrait être compliqué de permettre la réhydratation. Alors, Alain souligne que les liens sont forts entre la Réunion et les Comores. C'est vrai que ça dépend peut-être des patientèles, mais oui. L'ARS a déjà mis en place quand même de l'information au retour de voyage, apparemment à l'aéroport. On n'est pas plus, peut-être que vous avez plus d'informations là-dessus, mais apparemment, il y a déjà de l'info qui est transmise aux voyageurs dans le cadre des retours de Mayotte et d'Anjouan, enfin, et des Comores. Et je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des vols directs ou s'ils passent tous par Mayotte pour aller à Grand Comore depuis la Réunion. Je ne sais pas ça. Mais bon, en tout cas, j'espère qu'ils préviennent dans l'avion. Après, il y a toute la problématique en lien, et on en discute pas mal avec Christophe Vanek, que vous connaissez peut-être, qui était urgentiste à Saint-Paul et qui est actuellement à Mada, et avec qui on communique aussi pas mal, notamment en lien avec le risque, vous en doutez, de cas à Madagascar, qui pourrait aussi élargir un petit peu dans l'océan Indien le risque d'importation. Alors, Elodie pose la question de savoir si la PCR, donc les résultats sont rapides d'une part, et s'ils sont accessibles aussi bien au CHU qu'en médecine de ville. Alors, je ne pense pas que la PCR soit mise en place en ville à l'heure actuelle, mais je peux me tromper. En tout cas, elle est mise en place au CHU. Il y a une possibilité d'y avoir accès rapidement. En tout cas, on a demandé au microbiologiste d'être assez réactif là-dessus, notamment pour la gestion des cas et éviter la panique. Mais en tout cas, je pense que ce sera pour le moment réalisé au CHU. Alors, du coup, donc j'en profite, posez vos questions dans le chat. Je vois qu'il y en a une. S'il y a un cas de choléra avéré dans une famille, on donne un antibiotique en prophylaxie à tous les cas contacts au sein du domicile, même ceux qui sont sans symptômes. Alors ça, c'est toute la question de la stratégie qu'il va falloir mettre en place, mais effectivement, s'il y a des cas intrafamiliaux, il faudra, je pense, mettre en place l'antibioprophylaxie pour éviter, et s'il y a eu vraiment des cas avérés, il faudra discuter l'antibioprophylaxie, mais ça, en tout cas, dans tous les cas, prévenir l'ARS du cas et nous contacter parce il est possible que notre prise en charge évolue ou nos consignes évoluent. Et c'est vrai que ce sera peut-être parfois du cas par cas parce qu'il y a entre guillemets contact et contact, mais c'est vrai qu'en intrafamilial, s'il y a des cas de choléra, ça me semblera difficile de se passer l'antibioprophylaxie pour au moins réduire le risque de transmission. Un cas sans gravité en ville ou envoi à l'hôpital. Comme toujours dans le cas de début des épidémies, c'est vrai que pour éviter parfois de l'inquiétude, il faudra peut-être passer par 24-48 heures hospitalier pour s'assurer de la bonne compréhension, de la bon isolement, du fait qu'il n'y ait pas de sur-risque. Euh, et donc peut-être au début, et puis du manque d'expérience de chacun, d'aller vers l'hôpital. Ceci étant, ça ne me choquerait pas pour des choléras qui doivent exister peu symptomatiques d'une gestion à la maison si le patient peut s'isoler bien et avoir accès à ses toilettes, accès à l'eau potable. Et c'est, encore une fois, en termes de contagiosité, vous avez vu, enfin, ils nous l'ont redit dans le cadre de la présentation, des présentations qu'on a pu avoir, c'est pas ultra contagieux dans des contextes sanitaires, enfin, dans le contexte sanitaire qui est le nôtre à La Réunion. Donc, il y a une question autour des arrêts de travail, puisqu'il y avait des arrêts de travail pour les cas contacts des Covid. Est-ce qu'il y a aussi des arrêts de travail pour les cas contacts dans le contexte de choléra? Une bonne question, je vous avoue que j'y avais pas pensé. Dans le cadre d'une transmission du péril fécal,
Je pense pas. En tout cas, je pense pas qu'à La Réunion, heu, il faille, mettre en place un arrêt de travail au sein même de la famille, mais de toute façon, il y aura, je pense, une telle inquiétude et une telle demande que je me demande si, là, pour une fois, c'est pas l'employeur qui vous demandera de les mettre en arrêt de travail ou qui leur dira de pas venir de peur, d'être en contact avec cette bactérie. Mais globalement, là, comme ça, j'ai pas la réponse, j'ai pas la réponse. En tout cas, ce qui sera peut-être à discuter, c'est l'éviction scolaire pour les enfants, parce qu'on peut se dire que là, en termes de, gestion du péril fécal, sur les tout petits enfants, il y aurait peut-être un intérêt à les maintenir à la maison. Alors, a-t-on une idée des stocks de doxycycline à La Réunion? Pas de pénurie connue, il y en a on a des stocks de Doxy, vous avez vu que c'est des doses uniques, donc globalement, pas aucune inquiétude là-dessus. Alors, je pose ma question du coup. En cas de suspicion donc de syndrome colériforme au retour de Mayotte d'un patient qui se présente à la consultation, avant de l'adresser à l'hôpital, est-ce qu'on l'adresse immédiatement à la pharmacie pour qu'il prenne une dose de doxycycline ou est-ce qu'on Non, fait c'est pas l'urgent. Non, non, c'est pas l'urgent parce que le plus probable, c'est que ce soit autre chose. On a déjà eu quelques cas là, sur des diarrhées, notamment Escherichia coli, entérotoxinogènes, avec des diarrhées très importantes, des suspicions parce qu'il y avait un contexte de voyage à Mayotte et on l'a pas mis de dose de doxy, on est resté sur du classique. Par contre, on essaye d'avoir, la la PCR rapidement pour là, flécher le cas. Le plus urgent, encore une fois, c'est la réhydratation, et la tolérance à la réhydratation. Donc là, il faut vraiment insister là-dessus. Si les diarrhées sont très profuses avec de forts vomissements, je pense que c'est pas la doxy qui, les sauvera, mais c'est surtout, de ne pas prendre de retard et de leur dire vraiment: «Bon voilà, on met en place, la perfusion, rapidement» et ça passera peut-être là, oui, effectivement, par un passage hospitalier. J'ai une autre question du coup sur le traitement des déchets. Donc, admettons, ça arrive chez un enfant, il est en couche, les parents viennent, on a la couche, on est au cabinet, on met la couche dans la poubelle jaune ou la poubelle grise. Écoute, là, comme ça, c'est une bonne question. J'aurais tendance à dire la poubelle, jaune, heu, pour, s'assurer de la bonne élimination des déchets. Si. J'essaye de regarder si on l'avait mis, dans notre protocole qu'on n'a pas encore acté. Je ne l'ai pas mis parce que c'était vraiment les mesures, au sein de l'établissement, mais si je peux vous dire à l'oral, c'est, une chambre individuelle, c'est des blouses à usage unique pour les contacts directs avec le patient, c'est des lunettes six-vomissement, c'est une signalétique importante sur la porte, c'est, du matériel dédié si le patient est confirmé. C'est des mesures complémentaires jusqu'à 48 heures après la fin des symptômes. C'est pas de gants systématiques, mais de la soluté, hydroalcoolique. Et le linge, demander à la lingerie des sacs à linge imperméables et c'est un niveau 2, donc ça nécessite pas, forcément d'accéder au P3 qui est le laboratoire un peu spécifique sur les bactéries dangereuses ou les organismes dangereux. Là, c'est un type 2. Alors, on oriente où pour la réalisation de la PCR? Bonne question. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faudra, rediscuter avec les laboratoires de ville. Dans un premier temps, je pense qu'une PCR à l'hôpital sera, plus facilement, heu, traitée, que via la ville, pour le moment. Maintenant, on pourrait rediscuter avec, au niveau du CRATB. Alors Guillaume Midjen n'est actuellement pas là, mais, on a Anne-Gaëlle Leroy, qui pourrait, nous aider, pour savoir un petit peu quel est le point de vue des microbios là-dessus. Alors, donc du coup, plusieurs réactions. Désinfection des latrines, déjection, cadavre, pédiluve par une solution chlorée à 2%. Ok. Ouais, ça, c'est dans la mesure MSF, où ils mettent vraiment tout ce qu'il faut faire, pour diminuer les risques de transmission et qui passe effectivement par, ces consignes heu, de désinfection importantes.
Donc, du coup, pour revenir sur la PCR, elle se fait via les urgences. Donc, en fait, la question, c'est de savoir s'il faut qu'on adresse aux urgences ou si on peut adresser pour les personnes, j'imagine, sans gravité, pour reprendre ce dont parlait Emmanuel un peu plus tôt, directement à l'hôpital en laboratoire externe pour les gens qui nécessitent pas, dont la gravité ne nécessite pas une prise en charge aux urgences. Bah, si on évident, mais si on restait, logique, après, ceux qui ont besoin d'avoir accès aux urgences pour une réhydratation intraveineuse ou une diarrhée importante, qui sont vraiment pas bien, bah, passage aux urgences, voilà. S'ils sont, peu symptomatiques et qui tolèrent bien, leur dire de bien se laver les mains et d'aller, pourquoi pas, au laboratoire. Après, c'est vrai que ça risque, en disant ça, ça risque de faire de l'inquiétude énormément et ça, ce sera par contre, nous, notre tambouille au sein de l'établissement de rassurer et de prévoir peut-être un parcours patient, plus, plus, mieux organisé. En tout cas, c'est vrai que de faire cette présentation, c'est l'occasion en tout cas, c'était l'occasion pour moi notamment en lien aussi avec, le national, hein, mais de mieux connaître, ce choléra et ce webinaire sera aussi l'occasion, sûrement d'affiner, le parcours patient, donc et dès demain, je vais m'y atteler parce que je pense qu'il restera des améliorations et que pour le moment, c'est vrai qu'on déjà à Mayotte, on n'y croyait pas trop, alors bien sûr, ceux qui connaissent Mayotte savent qu'il y a quand même quelques bidonvilles et donc il y avait un risque et beaucoup, d'immigration clandestine, donc un risque quand même de transmission. Donc ça, c'était l'inquiétude. Maintenant, nous, à La Réunion, pour avoir eu Xavier de Paris, notre directeur de la veille sanitaire au téléphone, au sujet du choléra, il est quand même pas super inquiet. Il dit: «Ce sera, un cas importé, individuel, ponctuel», donc pas du tout dans le cadre, de gestion de masse. Ça n'empêche pas que, un parcours patient, notamment, pour les urgentistes et pour, les médecins de ville, est à mettre en place. Donc, bien vu Emmanuel, on va essayer de vous donner des consignes les plus, je dirais claires possibles et par contre qui seront peut-être un petit peu évolutives, notamment en fonction des consignes des urgences et du labo. Parce qu'il est possible aussi par exemple, les urgences du Shore, puissent aussi acheminer rapidement les PCR, donc pourront peut-être aussi participer. Il y aura peut-être pas forcément besoin d'adresser aux urgences du CHU pour éviter aux gens d'avoir à faire des kilomètres. Alors, c'était un peu la question que j'allais te poser juste après, parce que moi, j'ai eu le cas en régulation, donc je parle d'une expérience personnelle, d'un patient qui avait des diarrhées profuses toutes les 10 minutes au sortir d'un avion qui venait de Mayotte, et ça avait commencé avant l'avion. Et du coup, en fait, qui a appelé à 3 heures du matin. Donc, en fait, la consigne a été un peu contradictoire entre l'astreinte ARS qui a dit bah, il faut plutôt centraliser au CHU et puis finalement le service des urgences qui a dit bah non, mais en fait, c'est des précautions contact, donc ils peuvent le prendre en charge au GHER. Donc, en fait, il était à Saint-Benoît. Il était plus proche de l'envoyer au GHER. Donc, ce serait bien de flécher, effectivement, de savoir s'il faut envoyer vers les urgences les plus proches ou vers le laboratoire de l'hôpital le plus proche ou s'il faut envoyer et centraliser au CHU. Ce serait intéressant de savoir parce qu'il y a eu une Ouais, discordance entre les on cas. reste à mon sens clinique, faut l'adresser au GHER, parce que bon, il n'y a pas de nécessité. Mais c'est vrai que dans les premiers cas, si on pense, on va dire, «panique» entre guillemets, inquiétude et acheminement du prélèvement et risque de retard, au début, ça passera peut-être par le CHU, mais comme souvent. C'est-à-dire que là, on va dire, je pense que sur la prochaine semaine, ce sera peut-être CHU et puis après on va essayer de décliner ça pour éviter une désorganisation et d'aller au plus proche. Entendu. Donc, Elodie fait remarquer que, en tant que maladie à déclaration obligatoire, l'ARS est donc chargée de s'occuper d'identifier les cas contacts. Oui, 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 ça, ce sera je pense que l'ARS et Santé publique France, ils seront au taquet, mais c'est vraiment le job, après de l'ARS d'aller voir d'identifier les cas contacts, et également avec Santé publique France, hein. De toute façon, à La Réunion, c'est bien, c'est dans les mêmes locaux, donc. Une question du coup du docteur Maury. En cas de prise en charge d'une hydratation à domicile, l'infirmière doit-elle porter une blouse à usage unique? La réponse est oui et attention donc à la gestion des excrétas et des lunettes s'il y avait des vomissements pour éviter d'être, en contact, potentiellement avec des projections.
Et puis le masque, parce qu'on est en pleine période de virus respiratoire et que l'infirmière libérale n'est pas vaccinée contre la grippe. Donc, hop, petit rappel. Toujours bon à prendre. Alors, y a-t-il d'autres questions? Donc en fait, on pourrait envisager même carrément, une fois que le germe est identifié, effectivement, d'assurer une prise en charge à la maison et en... Si les conditions sont bonnes, tout on l'a vu dans les cas de sortie, hein, dès que les alors après dans le cadre de crise, dès que le patient se réhydrate, et est capable de prendre les mesures d'isolement, il n'y a pas de raison, forcément de le maintenir à l'hôpital. Encore une fois, à La Réunion, on aura peut-être au début, par la pression médiatique et par la pression, on va dire et la possibilité de garder, comme on a pu avoir au début des Covid asymptomatiques qui avaient été hospitalisés, hein. Je vous rappelle des bons souvenirs qui ne sont pas si lointains, des gens qui allaient parfaitement bien et qui étaient hospitalisés dans les chambres pendant 7 jours à l'hôpital tout au début. Peut-être que s'il y avait quelques cas de choléra là au début, on leur demanderait de rester et de sortir qu'à partir du moment où ils ont beaucoup moins de diarrhée ou voilà. Et pas forcément les sorties, les retours à la maison, comme dans le cas d'une épidémie, de la gestion d'une épidémie. Ok, et pour clarifier la question juste de la vaccination, donc on en a parlé, donc en fait par rapport à la thèse qui s'est faite en Haïti, donc sauf si les choses vraiment à dégénérer avec des importations très massives et une dissémination des cas, ce qui semble pas très probable, il n'y aurait pas d'indication de toute façon en prophylactique, enfin avant, disons pour protéger les gens, donc non, il n'y a pas de vaccin, ça sert à rien, voilà, c'est Pour l'instant, il n'y a pas de place, il y a pas de place à la vaccination. Moi, j'étais me posais la question pour les urgentistes notamment, qui, peuvent être exposés et puis, dans le cadre de la désorganisation, tu vois, des urgences, y être exposés, en disant que les malades, ils pourraient y atterrir rapidement avec potentiellement des personnes, tu vois, qui, n'ont pas forcément de médecin traitant à La Réunion, qui, vont aller, vite aux urgences parce qu'ils sont vraiment pas bien rapidement. Donc, j'ai posé la question, mais tu vois, pour le moment, l'ARS, ils ont dit: «Il y a pas de place à la vaccination» et hem et juste les précautions, contact habituelles. Alors, la question est de proposer, est-ce que peut proposer un peu de compléments nutritionnels protéinés s'il y a une forte perte de poids? Alors un peu d'épices avec le sel, poivre, si vous voulez, il y a pas de problème. Ça va pas changer, le goût beaucoup de choses, mais on peut. Je pense qu'il y a pas de il y a pas de problème à ça. C'est surtout la réhydrate, vraiment les pertes de poids, le fait de pas trop s'alimenter, c'est vrai que ça rassure pas mal les Réunionnais. D'ailleurs, je pense qu'il y a un travail, je ne sais pas s'il y a déjà un travail qui a été fait là-dessus, mais je pense qu'il y aurait vraiment un travail à faire là-dessus parce que les gens, je trouve, ou en tout cas moi je suis peut-être pas assez bien formé là-dessus, mais je le vois de temps en temps dans les consultations carcérales, sont très, très demandeurs, de Fortimel pour prendre de la masse. Nous, ils demandent ça pour prendre du muscle, hein. Et d'autres qui nous disent: «Oui, il mange pas, donc il mange pas depuis 2 jours, il faut qu'il ait du Fortimel». La place des compléments alimentaires, je pense qu'elle est très rassurante, et très demandée et je ne sais pas si c'est si, indiqué que ça, sur des épisodes aigus. Je ne sais pas s'il y a vraiment un intérêt et si ça améliore, après les gens donc en tout cas, je m'interroge, mais là, comme ça, je ne vois pas de souci. Par rapport à la contagiosité, François, hem comme souvent sur ces, maladies-là, ça va diminuer l'excrétion, enfin l'excrétion, des selles, donc les diarrhées qui va participer à la transmission, et après, résolution des diarrhées et plus de transmission. Donc je pense que la fin de la contagiosité, c'est, après, l'arrêt des diarrhées, en se disant que la doxy a tué une partie de la bactérie, de là à dire qu'il n'y a plus du tout de bactéries. Je pense qu'il faut surtout être clinique là-dessus sur la durée de transmission. Très bien. Merci beaucoup, Rodolphe. Je laisse encore quelques instants pour d'autres questions. Et pour te répondre encore plus précisément, de la consigne qu'on a mis à l'hôpital, c'est 48 heures après l'arrêt des symptômes, donc après l'arrêt des diarrhées, pour les levées d'isolement.
Moi, j'espère que c'était clair. Ben, il semble que Et c'était le puis, cas. Donc, du coup, pour la désinfection, finalement, de la désinfection à l'eau de Javel, ça semble suffire pour éradiquer mmh, les souches dans les toilettes, hein. ouais. Ok. Eh ben, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup Rodolphe pour cette présentation Bon, bah, rien. didactique et puis cette réponse pratique, pratico-pratique. Faire bouillir l'eau et voilà. Merci beaucoup Rodolphe. Donc tu as de multiples remerciements et merci à tous du coup de vous être inscrits, et d'avoir suivi cette soirée de formation organisée par le collège en lien avec du coup Rodolphe. Et je vous transmettrai la fiche REB, qui est très bien faite si vous voulez, mais elle est disponible en ligne. Et puis, via Elodie notamment, je vous dirai s'il y a des consignes spécifiques. On a fait une petite chaîne avec le CRATB, n'hésitez pas à la diffuser parce que bah, les communiquer auprès de tous les médecins, c'est pas évident. Donc il y a les groupes, mais si vous voulez avoir toute l'actu sur les maladies infectieuses plus globalement, euh, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sur WhatsApp du CRATB et de vous rapprocher ici de Frédéric qui fera le lien avec nous. Eh bien, oui, tout à fait. Donc, je vais faire je vais renouveler le partage dans les groupes, notamment des MSU. Et puis après, on pourra diffuser sur les mêmes canaux. Effectivement, la chaîne du CRATB, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire en te remerciant pour ce soir. Voilà, donc Merci Bonne beaucoup. soirée, bonne soirée à Merci. tous. Au à revoir. bientôt. Si, au revoir.